montrer l'importance des pratiques de bienveillance aimante et de compassion. Quand je regarde honnêtement ce que j'ai appris dans bientôt 30 ans de pratique de méditation et d'engagement dans la tradition bouddhiste, je crois que la chose majeure, la chose essentielle, c'est la découverte des pratiques de bienveillance aimante. Je crois que c'est vraiment la clé pour notre monde. Comment il est possible de s'aimer, comment il est possible de changer le rapport à tout, aux choses, aux êtres, au monde, à partir de cette pratique de la bienveillance. Et pendant longtemps, j'étais certes inspiré par le travail de Chogyam Trungpa, de Sharon Salzberg, mais c'était très peu présenté, les pratiques de bienveillance. Tout était un peu centré sur la découverte de la pratique de pleine présence. Et c'est donc dire l'étonnement et le choc que j'ai eu en lisant le livre de Thupten Jinpa, d'abord en anglais. Et j'ai été vraiment frappé de ce livre qui me semble vraiment très important et qui, j'en suis sûr, vous rendra à tous un grand service. C'est vraiment un livre extrêmement précieux. C'est un livre extrêmement précieux parce que Thupten Jinpa est à la fois l'expérience de toutes ces pratiques et à la fois la curiosité pour essayer de les transmettre en dialogue, en dialogue avec les problèmes que nous rencontrons tous aujourd'hui. Et c'est pas du tout... c'est assez rare. Je suis souvent très en colère quand je lis. Il y a beaucoup de livres de maîtres tibétains parce que je trouve qu'ils vivent dans un monde un peu idéalisé et la manière dont ils parlent aux Occidentaux est souvent infantilisante. Et j'étais très très frappé que ce livre prenne très au sérieux à la fois l'intelligence et les problèmes que nous avons. Ce n'est pas une question ici Orient-Occident, c'est une question... La tradition occidentale est une tradition extraordinaire, d'une intelligence remarquable, et en même temps nous sommes confrontés à des défis immenses, dont en partie la dureté, la violence, le développement de la haine, l'isolement. Et je trouve que ce livre est vraiment un livre très important. Pour ma part, je considère que c'est un livre historique, parce que je trouve qu'elle a vraiment abordé, affronté la vraie difficulté pour que ces pratiques puissent vraiment s'incarner, qu'elles ne soient pas des pratiques du bouddhisme tibétain qui peuvent nous séduire, mais qui restent un peu exotiques, mais qui vraiment prennent corps. Donc je crois que c'est un livre vraiment important, et le travail que vous avez fait est un travail que je crois à la fois salutaire et historique, au point que non seulement je l'ai publié, mais j'en ai écrit la préface, pour vraiment essayer de mettre tout le poids que je pouvais pour dire aux gens à quel point c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Et la dernière chose que je veux dire avant de céder la parole à Thupten Jinpa, donc j'ai rencontré Thupten Jinpa hier, et j'ai été vraiment frappé de voir quelqu'un d'intelligent. Ça fait du bien. Et ouais, ça fait vraiment du bien. Et je crois que j'avais pas du tout vu ça. Ça m'avait pas tant frappé quand j'avais lu le livre. Tout ce que je vous ai dit m'a frappé, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, évidemment, il faut quelqu'un de très intelligent pour sauver quelque chose de l'amour. Et je crois que c'est ça le paradoxe du livre. La toute dernière chose que je voulais dire, c'est nous avons invité ici le jeudi soir Christophe André et Christophe Fauré,
Et Thupten Jinpa participe de ces invitations parce que Thupten Jinpa est très au fait de la perspective thérapeutique et le travail qu'il a fait à l'université de Stanford, son livre et la présentation des pratiques de bienveillance en dialogue avec des professeurs de l'université de Stanford et en essayant d'établir un programme à Stanford qui donne des outils thérapeutiques, je crois, aussi très précieux. Donc c'est dans notre recherche dans l'école occidentale de voir comment la méditation peut aider les gens dans les difficultés. Je crois que ce livre est aussi un livre important, un livre majeur. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse la parole. So first of all, I would like to thank Fabrice and Belfond for inviting me to Paris. Tout d'abord, je voudrais remercier Fabrice et Belfond de m'avoir invité à Paris. And Diane particularly have been so helpful in really kind of making my stay and visit here very easy. Et tout particulièrement Diane qui a contribué à rendre mon séjour ici particulièrement facile. And I first met Fabrice in September when His Holiness was in Brussels for the Mind and Life conference, and it was Fabrice who convinced me that I need to come to Paris to talk about my book. J'ai rencontré Fabrice tout d'abord en septembre quand Sa Sainteté, le Dalaï-Lama, y était pour la conférence du Mind and Life, et c'est Fabrice qui m'a convaincu qu'il fallait que je vienne à Paris. So I would like to thank Fabrice for particularly believing in this book and also really for his kind words about my book, and I really appreciate his help. Alors je voudrais vraiment remercier Fabrice pour son intérêt dans ce livre, pour ses mots bienveillants sur ce livre et d'avoir contribué à ce travail. And also opening up his own community here and to give me this opportunity to interact with Parisians this evening. Et aussi le remercier d'avoir ouvert sa communauté ici et de me permettre d'interagir avec des Parisiens ce soir. And thank you all for coming, taking the time and taking interest in this topic of compassion. Et merci à vous tous d'être là, de prendre du temps et de vous intéresser à ce sujet de la compassion. And I would also like to say, je suis désolé que je ne parle pas français très bien. So ma femme est québécoise. So je comprends beaucoup, mais parler très difficile, okay? So I would like to thank you for helping me. Happy to be of service. Fabrice talked about the context of my work behind this book, which was my work at Stanford University. Alors Fabrice a mentionné le contexte autour de ce livre, qui est mon travail à l'université de Stanford. But looking back in my own life, compassion has always been a very important part of it. Mais en regardant, en observant dans ma vie, la compassion a toujours été une part importante. And first of all, growing up as a Tibetan Buddhist in the Tibetan community, one value that is very evident in everyday life is compassion. Tout d'abord, en tant que Tibétain qui grandissait dans la communauté tibétaine, Kind and being compassionate. Et d'ailleurs, dans le sens tibétain, être religieux, être éthique est presque synonyme d'avoir de la compassion. And also, the figure of the Dalai-Lama is very present in every Tibetan Buddhist life, and he is seen as the manifestation of the Buddha of compassion. Et la figure du Dalaï-Lama est très importante dans la vie des Tibétains. Il est l'incarnation du Bouddha de la compassion. And also the whole mythology of the Tibetan people, there is this belief that the Tibetans are descendants of a monkey who was a manifestation of the Buddha of compassion. So even in the mythology of the origin of the Tibetan people, compassion is embedded as part of the story. Et même dans la mythologie tibétaine, on remonte à un singe qui était l'incarnation du Bouddha de la compassion. Et donc la compassion est tout à fait entérinée dans cette mythologie tibétaine. But growing up as a Tibetan refugee child, of course,
in a practical, in a real way, I had experienced the benefits of other people's kindness. Et en tant qu'enfant tibétain réfugié, de manière très concrète, j'ai été l'objet de la compassion des autres. Of course, as a young child, I wasn't aware of this. As a kid, you'd expect grown-ups around you to be looking after you. You were not surprised. They were, volunteers. Of course, as children, we don't appreciate it. But growing up, I began to notice, for example, I remember seeing sacks of flour and wheat marked with a Catholic relief service. And there were also aid food from American relief agencies. So it was very evident growing up as a refugee child that we were the beneficiaries of other people's compassion. Et en tant qu'enfant réfugié, bien entendu, on ne se rend pas toujours compte, c'est-à-dire je n'avais pas pris en vue, apprécié tout de suite de recevoir tout cela, mais en grandissant, je voyais les sacs de farine du Secours catholique, aussi de la nourriture, de l'aide américaine, et donc j'ai pris en vue d'être comme ça le bénéficiaire de la compassion des autres. So for us Tibetan refugees, the idea of compassion was no longer just a spiritual ideal that is up there, but actually it has a real reality in our everyday life. Donc en tant qu'enfant et réfugié tibétain, la compassion n'était pas un idéal spirituel, mais c'était bien un acte concret de la vie quotidienne. But when I actually began studying at Cambridge, that's the first time I really had a chance to experience the West. And before that, I spoke English, but my understanding of West was always from a distance, through the books, through the magazines, through novels. But the first time I really experienced the Western culture and way of thinking was when I became a student at Cambridge in 1989. Quand j'ai commencé à étudier à Cambridge en 1989, c'était vraiment ma première expérience réelle du monde occidental, parce qu'avant ça, l'anglais, je le parlais, mais uniquement de manière indirecte, avec les livres, la radio. Mais donc, quand je suis arrivée à Cambridge en 89... But one thing that surprised me from that experience right at the beginning was, despite, all the compassionate acts that the Western, as a culture, as a society, there was very little understanding of compassion. There was very little discourse. And if anything, in the more educated discourse, there was almost a serious attempt to deny the reality of compassion, to deny the reality of altruism, because the popular story about who we are as species was the Darwinian picture, which did not have any space for compassion or altruism. Et alors j'ai été surpris parce que j'ai observé que malgré tous ces actes de compassion, de bienveillance que j'avais pu observer auparavant, ici la compassion était presque niée, puisque s'établissait une compréhension darwinienne des choses. So I began this intrigued me, and then, it also bothered me. So I began to try to understand why the situation is like this. And I came to recognize that one of the interesting things about the liberal kind of secular West is that, as a result of a long cultural history, the West has somehow come to a situation where qualities like compassion and altruism and forgiveness are now part of religion, and it's relegated to the private space, and the public space and the discourse in the public is more a secular perspective, and science is the dominant perspective in that space. Alors ce que j'ai pu observer pour comprendre cela, c'est que tout au long dû à une longue histoire culturelle, tout ce qui concerne la compassion est relégué à la sphère religieuse, donc à la sphère privée, et que dans notre Occident séculaire, donc la compassion n'a pas lieu d'être dans l'espace séculaire justement. So it is not that the West has somehow lost in touch with compassion. On the individual level, Western nations and Western citizens still are the most compassionate. And it's very obvious because when there is a major humanitarian crisis in the world, it's not just the Western governments who come out first to help, but at the individual giving
of Western nations always surpasses other countries. That's a fact. Donc la compassion au niveau individuel, les personnes, les occidentaux sont toujours aussi, ont toujours de la compassion. Cependant, ça s'observe quand il y a des crises majeures dans le monde. Ce ne sont pas les gouvernements qui viennent aider d'abord, ce sont bien les individus. So what has happened is that somehow in the West has continued to be inspired by compassion. Compassion is valued, is appreciated, kindness is valued. And part of that is a long Christian heritage. I mean, I as a Buddhist, when I look at the teachings of New Testament, I really see New Testament as almost like a shining a spotlight on compassion, the compassionate character of God. Donc la compassion en Occident est tout à fait valorisée, due à un long héritage chrétien. Quand en tant que bouddhiste je lis le Nouveau Testament, je vois bien que Dieu y est la compassion. But the problem is on the societal level, at the cultural level, larger public level, there was almost a kind of a poverty of a discourse on compassion because we haven't created the space. We have taken the public space, compassion out of the public space. Mais on a sorti la compassion de l'espace public et donc il y a comme une pauvreté concernant la compassion dans l'espace public. So, and then I began to notice how His Holiness, the Dalaï-Lama, I began translating for him from 85. I noticed from a very early point that one of the things that he was really trying to promote, particularly in the West, to a general public level, is the need to reappreciate the place of compassion in society and our own understanding of human beings. Et donc, lorsque j'ai commencé à traduire Sa Sainteté le Dalaï-Lama en 85, j'ai bien remarqué que ce qu'il promouvait avant tout était justement de donner à nouveau un espace à la compassion dans la sphère publique. So, when the opportunity came in Stanford to set up a new center for study of compassion and altruism, I was one of the founding members of this center. I began to realize now the science is ready to look at something like compassion, because up until that time, science was not a player. Science, something like compassion was like kind of too fuzzy, too nebulous, too wet. It wasn't strong, hard enough for science to get on. But because of the mindfulness revolution, because of the amazing revolutionary advances in the brain imaging technologies that took place in neuroscience, and also because of the discovery of what the neuroscientists call brain plasticity, neuroplasticity, there was now enough language and conceptual framework to talk about compassion. Alors, quand je suis un des membres fondateurs du centre qui étudie à Stanford la compassion et l'altruisme, j'ai réalisé à ce moment-là que, enfin, la science pouvait ouvrir un espace pour étudier la compassion grâce à la révolution de la pleine présence, grâce aux nouvelles technologies d'imagerie cérébrale et grâce aux avancées et aux nouvelles connaissances sur la plasticité cérébrale, et que, enfin, la science pouvait prendre dans son sein ce nouveau domaine d'étude. And one of the interesting things that was happening at the same time is research in animal studies, increasingly showing the presence of empathy, some rudimentary forms of empathy, even in non-human primates. Et ce qui était intéressant, c'est que parallèlement, les études éthologiques, donc étudiant les animaux, montraient le rôle de l'empathie chez les animaux et notamment les primates. So if empathy is present in non-human primates, it then powerfully suggests that it has deep evolutionary roots. Et donc si la compassion est présente chez des primates non humains, cela nous montre bien que la compassion a des racines dans l'évolution très profondes. And this new discovery was beginning to challenge the orthodoxy of human nature based on just very narrow Darwinian thinking. Et donc voilà qui remettait en question l'étroitesse de notre conception darwinienne de l'être humain. So I thought now is the perfect time to write a book. Et donc je me suis dit que voilà le moment idéal pour écrire un livre. So my book was an attempt to really bring the discourse of compassion on this larger secular public level, which is independent of any particular religious perspective.
Et donc le livre visait vraiment à amener la compassion dans ce contexte laïque, séculaire, plus large. And also, we now have quite a lot of scientific evidence showing that, in fact, compassion is good for you. Et nous avons bien entendu maintenant de nombreuses preuves que la science nous donne que la compassion, c'est bon pour nous. And there are now, for example, there is quite a famous study that was done in the Berkeley area of women, and they chose women alone, not because women are more compassionate, maybe that's the case, but because they needed a kind of a homogeneity in the group so that you can exclude variables. So they chose women, about 50 of them, and they were divided into two groups, and before the division took place, they all took a test on a score, sort of self-report, to measure how kind and compassionate they are. It's done in a sort of a indirect way, because if you ask how compassionate you are, most of us will score high, So then they were divided into two groups, and the experiment, let me finish the thing, yes. And then you, okay. And then the experiment involved, then they were randomly divided into two groups. And for one group, both of them had to do, there were two people in white jackets, expert researchers, and they were sitting on a table. The person comes in, the person is hooked up with some wires, and then they are asked to give a short talk, which is really stressful, like 2-minute talk or something. And then they were measured with the stress and all of this. One group, they were done the test. Both researchers sat there without any talking other than giving the instruction, just stern, neutral face. The other group, the one researcher was asking them what to do, but the other person was showing empathy, like smiling and nodding in approval, and that was the only difference. Then they checked the stress levels and hormone responses and all of this. They did not find much difference between the two groups, but within the group, those who score quite high on themselves being kind and compassionate, they were the ones who benefited most from other people's kindness. You get the point? Yes, I do. Let's start from the beginning. Donc notamment une étude à Berkeley a été particulièrement intéressante. C'est une étude qui était auprès de femmes, probablement pas parce que les femmes ont plus de compassion, ou que ce soit possible, mais en tout cas pour proposer une homogénéité dans le groupe qui a été testé. Et donc ces 50 femmes ont été elles-mêmes divisées en 2 sous-groupes, et on propose à chacune, d'abord on évalue leur niveau de compassion, de manière indirecte, parce que bien entendu sinon on aurait tous tendance à checker oui j'ai beaucoup de compassion, et notamment aussi la compassion pour soi-même. Et ensuite on les met en situation de stress, c'est-à-dire que chaque sous-groupe, donc le premier entre dans une salle avec 2 chercheurs en blouse blanche, et on mesure, elles ont on mesure leur cerveau avec des fils, etc., des électrodes. Et elles doivent faire un petit speech. Le deuxième sous-groupe, de la même manière, entre dans la salle avec 2 chercheurs qui, là, pour le coup, eux, montrent des expressions d'empathie, les soutiennent clairement pendant leur speech. La différence entre les 2 groupes, l'un qui parlait avec des chercheurs qui n'avaient aucune expression faciale et qui ne donnaient que les instructions, et l'autre avec 2 chercheurs qui, eux, avaient des expressions empathiques, d'encouragement, n'ont pas été significatives. En revanche, à l'intérieur du groupe qui a reçu des marques empathiques, on a pu s'apercevoir que cela a été extrêmement bénéfique, particulièrement pour celles qui avaient déjà un niveau de compassion envers elles-mêmes plus élevé. And also, from our own personal experience, we know that when we are able to truly act in a kind way to someone in need, we feel actually quite great. Sorry, go ahead. Et dans notre propre expérience, on observe bien que quand on agit de manière bienveillante, on se sent bien. And now science shows that actually this is known as the helper's high.
it turns out that the serotonins, that are the chemicals that shoot up in our brain when we are anticipating something like eating a chocolate, the same kind of brain chemicals shoot up when we are able to help someone. D'ailleurs, on observe en neurosciences que c'est ce qu'on appelle le high de l'aidant. On observe en tout cas que les taux de sérotonine dans le cerveau augmentent de la même manière que si on mangeait un morceau de chocolat quand on aide quelqu'un. And from our own experience as a receiver, when we are going through a difficult time, when a friend genuinely shows kindness without judgment, we know that makes a big difference. Even our heart rate slows down. When someone gives you a genuine hug, when you are really distressed. And so we know from our own personal experience how someone's kindness and compassion affects us very deeply. Et de la même manière, quand on reçoit de la bienveillance, on voit bien que cela nous fait du bien. Quand notre rythme cardiaque ralentit, par exemple, quand on reçoit un vrai câlin d'un ami, eh bien, qu'on est bien stressé, notre cœur ralentit. Et voilà comment on voit dans notre expérience très personnelle et très profonde combien la compassion et la bienveillance sont bonnes. And this is not surprising if you think about it, because we are deeply relational social creatures. And in fact, the need for someone's affection, need for someone's attention, need for recognition is a very, very fundamental aspirations of us human beings. In fact, the father of modern contemporary psychology, William James said that the craving to be recognized is one of the most fundamental drives of human behavior. D'ailleurs, tout cela n'est pas surprenant puisque notre besoin humain de reconnaissance, d'attention, d'affection sont absolument fondamentaux et très profonds. Et d'ailleurs, le père fondateur de la psychologie contemporaine, William James, a bien dit que ce besoin de reconnaissance est l'un des besoins humains les plus profonds. So this deep yearning to be recognized, to be valued, is really, what defines us as human beings. And in fact, we know from our own personal experience, to a large extent, the quality of our happiness and suffering is really defined by the quality of our relationships with others. There are, of course, immediate needs, basic needs like your livelihood, your security, safety, and all of these are very, very fundamental needs. But as a human beings, a large part of our happiness and suffering is really defined by the quality of relationship that we have with people around us. Et oui, nous sommes des êtres tout d'abord relationnels et sociaux, et donc ce besoin d'être reconnu, validé est extrêmement profond. Notre bonheur dépend pour une grande part de la qualité de nos relations. So it's no wonder, through scientific research, compassion is proving to have such a big role in defining our personal happiness. Et donc on n'est pas surpris en tant que scientifique de s'apercevoir que la compassion tient une part si grande dans le bonheur personnel. So, and also one of the interesting things about compassion that is overlooked is that compassion is probably one of the most effective buffer against the problem of loneliness. Ce que l'on oublie très souvent quand on parle de compassion, c'est que c'est l'une des meilleures résistances à la solitude. And because in the West particularly, and increasingly in the East too, because of the economic kind of cultures that we have created, increasingly we live a kind of a more isolated life. The generations of families split up. People move to places where you find a work. You don't have a community around you. So it's not consciously we create this kind of life, but somehow cultural forces and economic forces push us in a direction where we increasingly become more and more autonomous. And also in the West particularly, we very highly value individual autonomy, which is a good thing, but it also has a price that goes with it. So this means that the danger of loneliness is quite real. And in fact, some researchers, clinical researchers, are talking about the potential epidemic of
loneliness? Alors en effet, en Occident, cette solitude, cet isolement prend de plus en plus de place. En Asie aussi, à l'Est, ça tend aussi à se propager, mais particulièrement parce qu'ici, on a tendance par exemple à déménager pour trouver un travail, et dans ce cas-là, on se sépare de sa communauté, on s'en éloigne, et les chercheurs parlent même d'une épidémie d'isolement. And some researchers have published results showing that acute loneliness is almost as bad as, if not worse than, someone smoking as a cause of untimely death. Les chercheurs ont montré que l'isolement aigu est presque aussi mauvais que fumer. And another important thing about compassion is that because compassion demands us to create space for others in our heart and in our life. La compassion nous demande de faire plus de place pour les autres dans nos vies et dans nos cœurs. It tells us to take concern and care of others, take interest in others. C'est la demande de nous de prendre souci et de prendre soin des autres. So if we take that message seriously, then compassion allows us the possibility to be of value and to matter into someone's life. Et donc si on prend ce message sérieusement, cela nous donne l'occasion d'avoir de la valeur dans la vie de quelqu'un d'autre. And when our presence and our work is valued, we feel a sense of purpose. Et quand notre vie, notre travail est valorisé, on a un sens, on a du sens. And it turns out having a sense of purpose is very, very closely linked to longevity. Et que la vie ait un sens, avoir du sens, est très lié à la longévité. So all of this, so I'm not going to go into detail, but basic point is there is now increasing scientific studies coming from clinical science, basic psychology, neuroscience, and so on, which really shows that compassion is, if anything, for your own good. Et donc la recherche, qu'elle soit clinique, fondamentale ou des neurosciences, montre de plus en plus que, en effet, la compassion, c'est pour notre bien. So then also now the research shows that compassion is actually a natural part of our character. Et donc on montre aussi que la compassion est une part tout à fait naturelle de nos personnalités. Here in France, you're familiar with Jean-Jacques Rousseau. He was one of the very few dissenting voices in European thinkers who really argued that empathy and compassion were fundamental traits of human nature. Et donc nous sommes ici familiers en France avec Jean-Jacques Rousseau. Il fait partie de ces peu de penseurs qui ont vraiment défendu la position que l'empathie et la compassion étaient des traits naturels de l'être humain. And now there is a beautiful study that was done by two scientists from Max Planck Institute. It's a collaboration between two scientists. One was an animal research scientist as well as an anthropologist. Other one was a child developmental psychologist. Et donc deux chercheurs de l'Institut de Max Planck en Allemagne ont collaboré. L'un est éthologue et anthropologue, l'autre s'occupe du développement de l'enfant. So what they did was one person did a study on animals, the non-human primates. The other one did it to very small children of 14 months old, less than 2 years old. Yeah. Et donc ils ont monté une étude, l'un sur des primates non humains et l'autre sur des petits enfants de 14 mois. So the children and the experiment was very simple. It was basically an experimenter putting the children in a situation like outside, and then when grown-up is trying to dry a sheet on a clothesline, and then puts one peg, and then drops the other one and pretends can't reach, and in the front of this child. And the children at around that age instinctively stand up, look up, and then look down and look up, and then they stand up and help. Alors l'étude était assez simple, elle met les enfants à l'extérieur, et un adulte étend du linge sur un fil, pose une pince à linge sur le linge qu'il étend, fait semblant d'en laisser tomber une,
Enfin, non, on laisse tomber une autre pince à linge et fait semblant qu'il ne peut pas la ramasser. Et de manière très instinctive, le petit enfant regarde vers le haut, regarde vers le bas, puis va chercher la pince à linge pour la donner. And then another scene where one of the experimenters is taking a stack of magazine and wants to put it into a cupboard, but the door is closed and can't open it, and struggling. The child comes and opens the door and helps. So it's a very natural, helping behavior comes very naturally to children. Donc aider nous vient très naturellement aux enfants. L'autre expérience qui a été proposée, donc l'adulte a une pile de magazines dans les bras et veut les ranger dans l'armoire, mais l'armoire est fermée. Et de manière très naturelle, l'enfant va ouvrir la porte. So Rousseau was right that it turns out when the children are small, they have this more diffused universal empathy. Then as we grow older, we start to make the discriminations between who are deserving of my empathy and who are not. Et donc Rousseau avait raison qu'il y a de manière universelle, là chez les tout petits enfants, une empathie universelle, et qu'en grandissant, on fait plus de discrimination entre qui mérite de recevoir ma compassion et qui ne le mérite pas. So then the question is, if it is good for us, if it is natural, why is it we don't take it seriously? Alors, si c'est bon pour nous, si ça nous vient naturellement, comment se fait-il qu'on ne prend pas ça sérieusement? Now, this is the big question. And I think here, a lot of the resistance probably has to do with culture. Et donc là, voilà, la question importante. Et là, la résistance a probablement, il est probablement question de la culture. There's a kind of particularly in secular West, there's a suspicion of compassion and kindness. Et il y a une suspicion dans l'Occident séculaire sur la bienveillance et la compassion. It may be, for example, thinking that if I'm too kind, people will take advantage of me. And if someone is being kind to me, maybe they have a hidden agenda. So all of that kind of, apprehensions. Alors on se dit beaucoup que si je suis bienveillant, les autres vont abuser de moi, ou au contraire que si quelqu'un est bienveillant à mon égard, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. And then if I'm too kind, maybe people will think I'm weak. Et si je suis trop bienveillant, les gens vont penser que je suis faible. And we see that even in the parent-child relationship, because parents worry that if they're too kind, the children is going to be spoiled, they won't be tough enough for the real world. I mean, there are all these concerns that we bring. Et on voit même ça dans la relation entre les parents et les enfants. On a toujours peur que si on est trop bienveillant envers nos enfants, on va les pourrir gâter et qu'ils ne seront pas équipés pour le monde. But then there are also other factors which are part of being a human being, complex human being, that hinder. For example, we have very, very complex motivation systems. Sometimes we are driven by anger, sometimes we are driven by jealousy, sometimes we are driven by sense of fairness, sense of justice. So we are complex creatures. Mais nous sommes des créatures complexes et donc il y a bien d'autres facteurs qui peuvent être des obstacles à la compassion. Parfois nous sommes motivés par la colère, parfois par la peur. Sense of justice, yeah. Ah oui, parfois un sens d'injustice. So it's not the case that in every situation we are able to bring up compassion. Donc, nous ne sommes pas capables dans toutes les situations de faire sortir la compassion. So this is where compassion training comes in. Et voilà où vient l'entraînement à la compassion. It's not that we have to learn to be compassionate. C'est pas que nous avons à apprendre à avoir de la compassion. That's our natural quality. We are all capable of being able to be kind, and even with total strangers, if the person is fallen down, acutely screaming in pain and in blood, most of us are not going to stop and say, do I know this person? Do I speak his language? We're not going to ask that question. We immediately rush out, feel concerned, want to do something. Et donc that is compassion. C'est une de nos qualités de base, la compassion. Quand on croise une personne qui est en souffrance, qui saigne, on ne va pas s'arrêter pour se dire est-ce que je la connais cette personne, est-ce qu'elle parle ma langue. On va faire appel à cette compassion naturelle. So it's not that we have to train to have compassion. Compassion is a natural response. Donc ce n'est pas que nous ayons à nous entraîner vraiment à avoir de la compassion. La compassion est notre réponse naturelle. It's a natural response in the face of a suffering and need. C'est la réponse naturelle devant la souffrance et une personne dans le besoin.
So where the training comes in is to make that a more proactive force in our everyday life. L'entraînement vient là pour rendre ça plus agissant dans nos vies quotidiennes. So that when we are confronted with a situation, the chances are that we might be tapped into compassion and kindness as the primary motivation. Et donc, de cette manière, quand on croise une situation de souffrance dans nos vies quotidiennes, notre réponse vraiment première sera d'aller puiser dans cette capacité naturelle de compassion. So that we don't immediately rush to judgment, we don't respond from a position of fear or anger and so on. These are many possible responses. Situations will happen in our life so long as we choose to be part of society, unless you want to be hermit alone. Even hermit, there might be problem, but so long as we choose to be part of living in human society, things will always happen. So what happens to us is often not in our hands, but how we respond, that is in our hands. Et donc cette réponse de compassion, c'est pour ne pas répondre avec le jugement, avec la peur, avec la colère, parce que si nous choisissons de vivre dans la société humaine, on pourrait choisir d'être ermite, mais même pour les ermites, il y aura des soucis. Si on choisit de vivre dans la société humaine, il va toujours nous arriver des choses qui ne sont pas, que nous ne pouvons maîtriser. En revanche, nous pouvons maîtriser notre réponse, notre réaction. So this is in our hand, and if we are able to tap into compassion as the primary motivation in that response, everything changes. Et donc, si on peut puiser dans notre compassion comme la motivation première, tout change. And also, through training, through cultivation, we can learn to make that our primary response, our first response. Et en la cultivant, en s'entraînant, on peut faire de la compassion notre réponse vraiment initiale. So, for example, this is one of the things that is very compelling about His Holiness the Dalai-Lama. When he meets with someone, you can see that he immediately connects with that person at the basic human level. Et voilà qui est très, très frappant quand on observe le Dalaï-Lama. On peut voir que quand il rencontre quelqu'un, il connecte avec la personne, se met en relation avec la personne directement au niveau fondamental. And so there is a sense of ease. He's totally at ease in his own skin. There's a sort of a relaxedness. There's a kind of a courage because there's no anxiety. So basically, the idea here is that, just as I don't want problem, just as I want to be happy, this person in front of me is exactly the same. So at that fundamental level, there is nothing that differentiates. En effet, quand on regarde donc le Dalaï-Lama qui rencontre quelqu'un, il y a quelque chose tout de suite d'être à l'aise. Il y a quelque chose d'une détente, d'un courage, parce qu'il n'y a en fait aucune angoisse, aucune anxiété. Et de la même manière, on pourrait se dire que face à un problème, on pourrait se mettre en lien, entrer en rapport de cette manière très simple. Voilà, je peux être heureux, je vois cette personne en face de moi, probablement qui est identique, et entrer en rapport. So the compassion, of course, the current compassion training practices that are out there are really based on Buddhist practices, like mindfulness is taken from the Buddhist tradition. And that's partly because historically, Buddhism is a spiritual tradition that takes mental training very seriously, because if there is no God, which is the case in Buddhism, then of course the responsibility for your salvation is in your own hand. And if the suffering really comes from your own mind, then the solution to that suffering also comes by changing the way you see the world. So because of that, there is a lot of practices, meditation-based practices in the Buddhist tradition. Alors toutes ces pratiques compassionnelles, comme les pratiques de la présence attentive, proviennent des traditions bouddhistes. Et ces pratiques ont une grande importance puisque dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas de Dieu. Et si vous êtes dans une tradition où il n'y a pas de Dieu, il vous revient à vous de voir comment être sauvé. Et donc l'entraînement mental est pris extrêmement sérieusement. So the training, the one that I've described in my book, is of course derived from the Tibetan Buddhist tradition, but it is done in a very secular, universal way.
And the key elements of that is, first of all, paying attention to the place of compassion in your everyday life. So that's the first step. You really have to pay attention because we tend to take it for granted. It comes up, we let go, we finish. But we have to pay a conscious attention. The second thing is you have to consciously make compassion as one of your key values in your life. Because we know from our own experience that when we value something, and when we act in a way that violates that value, we feel uncomfortable. That's what value is. Values are principles that guide our behavior. So that's the second part. Third one is to really, make conscious intention, so that you want to bring compassion as much as possible into your everyday interaction with others and the way in which you view yourself. So those three elements are really central to compassion training. Alors mon livre, bien entendu, se base sur ces pratiques bouddhistes, mais de manière plus ouverte et laïque, séculaire. Et donc il y a 3 points importants. Le premier étant faire attention. Le second étant faire de la compassion l'une de nos valeurs clés. Et le troisième, poser l'intention consciente de la compassion. And so if we pay attention, we become more aware and appreciate the role compassion plays in our life. If we make it a central value in our life, there's a chance that it is going to guide our behavior. And third, if we pay conscious intention to making compassion as part of our everyday life, the chances of being able to be more aware, to be able to bring mindfulness is greater because of the conscious intention. Donc faire attention, c'est pour justement ouvrir l'attention dans notre intention de compassion. Puis la valeur clé, c'est bien entendu pour mettre ça au centre de notre intention. Et ensuite l'intention, c'est donc dans ce cas-là vraiment d'amener une présence attentive au développement de la compassion. So, and then the fourth element is to really, start opening our heart. Because sometimes we close up because we don't want to get hurt, and many of us have experience of being burned because if we try to be nice to someone, the person does the opposite thing. So this is part of human life. So we close up. So the idea is to open up your heart so that at least you're going to relate to the world initially from that place of understanding, non-judgment, and kindness. And then the second level, if the situation calls for a tougher stand, that does not, it's not that you can't do it, but initially we don't rush into judgment. Et d'ouvrir son cœur. On a tendance à le fermer pour ne pas être blessé, mais si on ouvre son cœur, on entre en rapport à partir de ce point d'ouverture. And for opening the heart, the loving kindness meditation is a really powerful practice. So I gather most of you are familiar with that practice. Et donc, pour ouvrir son cœur, la pratique de la bienveillance aimante est extrêmement puissante, et il me semble que vous êtes familier de cette pratique. So maybe, before we do the question and answer, we could do a little exercises. What I will do is I will start with some deep breathings, and then we will do a short loving kindness meditation. Although many of you may be familiar, there's nothing wrong in repeating it. And then the second one would be more of a thought experiment, and this has to do with self-compassion. And of course, I hope that in our conversation, the self-compassion might turn up because I didn't cover it in my talk. It turns out this is one area where in the West particularly, people struggle a lot. So being able to be kind to yourself. So we will do a little thought experiment in the middle. And the third one, we will do a kind of a general opening the heart, compassion for the suffering people. Okay? So find a comfortable sitting position and more relaxed sitting. Sorry, you want to translate those three? Alors avant un échange de questions-réponses, on va faire 3 petits exercices peut-être de bienveillance. D'abord un peu de respiration, ensuite un premier exercice de compassion.
Et ensuite, une expérience de pensée où on va explorer plus la compassion pour soi, parce qu'on s'aperçoit que c'est une part qui est très importante et qui est plus difficile en Occident. Et un troisième exercice de compassion pour les êtres qui souffrent. Okay. So find a comfortable position, keep a body in a relaxed posture. Alors, trouvez une position confortable avec votre corps est détendu. And we will take some deep breathing, okay, sort of breathe in and keep it for a little while and then let it out. And if it's helpful, you can let it out from your mouth. So in a very kind of slow, it's kind of a cleansing breath. So it's a deep belly breathing type. Alors on va prendre des respirations profondes, donc inspirer, garder le souffle, puis relâcher, expirer. Vous pouvez expirer par la bouche si vous le souhaitez, et de manière profonde, un peu dans un esprit de nettoyage. And if it is helpful, you can imagine the cool air coming in, opening up your chest, and feeling kind of covering, permeating your body. And then when you breathe out, the warm air going out with all the stress and the tension. So you can imagine that too. Et donc si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer donc l'air frais qui entre, qui traverse tout votre corps, puis l'air chaud qui sort. So we will do 5 of these breaths together, okay? On va faire 5 de ces respirations ensemble. Okay, let's start. Breathe in. Inspirez. Keep it. Gardez le souffle. And then let go. Expirez. Second time. In. Hold. And then let go. Third time. In. Hold. Then let it out. Fourth time. In. Hold, then out. Fifth time. In, hold, then out. Okay, now just pay your attention on the breath, just normal breathing. Et donc on tourne notre attention sur le souffle, avec un souffle tout à fait normal. Now think of, try to bring to your mind someone that you deeply care about. Et amener à l'esprit quelqu'un pour qui vous avez vraiment une profonde affection. Parents of small children, maybe your infant child, or it could even be a pet, but someone that you really deeply care about. Donc les parents qui ont un très jeune enfant, ça peut être le bébé, mais ça peut même être votre animal domestique. Quelqu'un vraiment pour qui vous avez une profonde affection. Or it could be your grandparent, or a teacher, or a friend that you deeply care about. Ça peut être un grand-parent, un enseignant, un ami, pour qui vous avez une affection profonde. Just try to imagine the presence of this person. Imaginez la présence de cette personne. When you think about this person, what does it feel like? Quand vous pensez à cette personne, comment c'est? Then silently offer to this person the following phrases. Offrez silencieusement à cette personne les phrases suivantes. May you be happy. Puisses-tu être heureux.
May you find peace. Puisses-tu trouver la paix. May you find courage. Puisses-tu trouver le courage. May you be at ease. Puisses-tu être à l'aise. Imagine offering these phrases. Imaginez que vous offrez ces phrases. Imagine repeating these phrases again. Imaginez que vous répétez ces phrases. Okay, now bring your attention back on your breath. Et maintenant, tournez votre attention à nouveau vers le souffle. Simply breathing in, breathing out. Simplement en inspirant, expirant. Now bring your attention back into your body. Et maintenant, tournez votre attention vers votre corps, Such as the contact points where your hands are touching your knees, or comme les points de contact entre vos mains et les genoux. and do a few deep breathing. Breathe in, Et quelques respirations profondes. Inspirez, breathe out. expirez. Breathe in, breathe out. In, out. Okay. Thank you. That was a simple loving kindness practice, and the reason why we choose a loved one is, in fact, a sort of trying to choose an easy target. Merci. Voilà, c'était une pratique de bienveillance simple. La raison pour laquelle on choisit une personne que l'on aime, c'est pour choisir, disons, une cible facile. Because this is something that we are all naturally capable. We don't have to learn how to do this. Parce que voilà quelque chose que nous pouvons tous faire, qu'on n'a pas à apprendre. But doing consciously in meditation, doing this, makes us more aware of what it feels like. Mais faire ça de manière consciente dans une pratique nous fait prendre en vue comment c'est pour nous, comment ça fait. So in our Stanford training, we also use quite a lot of body-based exercises. Donc à Stanford, on utilise aussi beaucoup de pratiques basées sur le corps. Because our emotions are really very body-based. Parce que les émotions sont très ancrées dans le corps. And having more kind of body involvement gives you a better awareness. Et impliquer le corps développe l'attention.
So the next one is more of a thought experiment. So what we will do is, if you need, you can close your eyes, but imagine a recent scenario where you had a difficulty. Alors, ce nouvel exercice est plutôt une expérience de pensée, mais vous pouvez pas fermer les yeux. Imaginez un scénario récent ou repensez à un scénario récent où vous avez eu une difficulté. It may have been in an argument with a family member or at a workplace, or somehow you had a disappointment with some expectation that was not met, or whatever it is. Just find a scenario of a recent challenge. Donc ça peut être une dispute avec quelqu'un dans votre famille ou au travail, ça peut être des attentes qui ont été déçues. En tout cas, quoi qu'il en soit, une expérience qui a été un peu un défi pour vous. And then reflect. Then, Et ensuite, pensez. How did you treat yourself in that situation? Comment est-ce que vous vous êtes traité dans cette situation? I'm not asking about how you responded to the situation. Donc je ne vous pose pas la question de comment vous avez réagi à la situation. I'm asking about how you treat yourself after the situation. Mais en revanche, de comment vous vous êtes traité après la situation. Were you able to bring some understanding to yourself? Est-ce que vous avez pu éclairer, apporter de la compréhension pour vous-même? Or did you rush to judgment towards yourself, saying, I suck, I'm a loser, of course nobody cares for me. Ou alors est-ce que vous vous êtes rué dans des jugements négatifs du type je suis nul, personne ne m'aime? So then think of that same scenario and ask yourself the question, what would it mean to change the response to myself in a compassionate way? What would it mean to respond to myself, to treat myself in a compassionate way? What would change in that story? Et ensuite, repensez à ce scénario et demandez-vous ce que ça voudrait dire que de vous traiter de manière compassionnelle dans cette situation, que d'avoir de la compassion pour vous-même dans ce scénario. And this is a good exercise because in the West particularly, and it may have to do with the fact that society is highly competitive, and we grow up from a very small age. Right from the school, we are judged, evaluated, compared against others. I mean, that's part of the whole system. Probably we come to internalize a sense of self-worth that is externally defined, that is defined in terms of performance. Et donc on grandit ici, surtout en Occident, dans une société qui est particulièrement compétitive. Dès le plus jeune âge, dès l'école, on est évalué, noté, comparé, et donc on va internaliser probablement un sens de notre valeur propre sur des critères extérieurs. So we have somehow become our harshest critic. Et voilà comment l'on devient notre critique le plus dur. So when we confront a difficulty, we either kind of response it in a kind of a denial way, which is to say, he's not fair, it's a sort of go into the root of denial, or self-beating. Et donc quand on est face à une difficulté, on va réagir de deux manières, soit dans le déni, c'est injuste, etc., soit dans l'apitoiement sur soi. And the denial root is primarily a root of anger. So-and-so was not fair. And which is basically what it does is it prevents us from looking into our own role and robbing us of any opportunity to improve and do better the next time. Say, imagine you're applying for a job, Alors la voie du déni, c'est la voie de la colère. C'est dire c'est pas juste, etc. Et c'est donc donner à l'extérieur la responsabilité de la situation sans voir ce que nous on pourrait faire. And the self-beating route again prevents us from growing because we then becomes risk averse because we don't like that experience and then we beat ourselves and then we are tired, and the next time we would rather avoid that scenario. So again, it prevents us from actually growing.
Et donc la voie de l'apitoiement sur soi nous empêche également de grandir, de croître, puisque cette voie-là nous mène à l'évitement, elle nous rend aversifs au risque, puisque c'était désagréable, donc on préférerait ne plus se confronter à ce type de situation, et donc on développe l'évitement. And both of these, anger and denial route and the self-beating route, both of them have a tendency to universalize. A single concrete situation then is used as a way to universalize. Et donc dans ces deux voies, que ce soit donc le déni ou l'apitoiement sur soi, on a tendance à universaliser, c'est-à-dire on prend une situation particulière et on va généraliser à toutes. Now there is an option, which is to bring kindness instead of this anger and denial or self-beating. Now if we are able to bring kindness instead in relation to ourselves, then everything changes. Et nous avons le choix cependant d'apporter de la bienveillance dans ces situations. Donc plutôt que d'aller dans le déni ou dans l'apitoiement, si on y apporte de la bienveillance, alors tout change. And part of that would involve being more conscious so that you bring attention. You know, at the beginning, it's very difficult to do it immediately, but we can exercise. We can exercise so that when immediately after the fact, you do this process, then you get closer and closer and closer. That's one thing. The second thing is there are practices like meditation type where you invoke certain images of groundedness, where in whose presence, and this is where religion is actually quite powerful. For the secularist, you have to find another method. And in our compassion training, we use something called compassion image practice. So you find an image that is meaningful to you, in whose presence you feel totally whole. You feel recognized. You don't have to prove yourself. There is this full acceptance feeling. Alors, il y a deux choses. Le premier étant d'apporter de la présence dans ces situations, de manière consciente, de travailler justement à ouvrir l'attention pour apporter la bienveillance. Et la deuxième chose sont ces pratiques où l'on va invoquer une image. Donc dans la tradition bouddhiste, c'est dans la religion, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus simple, mais en tout cas de faire appel à une image qui évoque pour nous la sensation d'être entièrement accepté, d'être entier. And one of the reasons why in the West many people find their interaction with the grandparents so wonderful is because we feel not judged. Et c'est pour ça qu'en Occident, on fait souvent appel à cette image des grands-parents, parce que les grands-parents ont ça de merveilleux qu'on ne se sent jamais jugé avec eux. With grandparents, you don't have to prove yourself, you know. On n'a pas à faire ses preuves avec les grands-parents. Whereas with parents, the relationship is more complicated, you know. Et la relation avec les parents est bien plus compliquée. So, being able to invoke that sense of total acceptance, where you don't have to be someone else, where you can be just yourself, is a powerful experience. Et donc faire cette expérience d'être entièrement accepté, où on n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, on peut être entièrement soi-même, ça c'est une expérience particulièrement puissante. And this is one of the reasons why people who have a chance to sit down with His Holiness, they come out changed because they feel completely valued. I mean, He's there fully for this person, and He doesn't care whether the person sitting in front of Him is the American president or just someone he doesn't know. Et voilà d'ailleurs combien il est puissant d'être assis en face de sa sainteté le Dalaï-Lama, puisque une personne qui a l'occasion de le rencontrer en ressort complètement changée. On a l'impression d'être entièrement entier, je vais dire. Voilà, le Dalaï-Lama, pour lui, qu'importe que vous soyez le président des États-Unis ou quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. So I think being able to invoke that, you know, through meditation is quite helpful. And of course, in your own life, if you have figures like grandparents or teachers or mentors who invoke that feeling in you, that's even more effective, because sitting down and closing your eyes is a much tougher thing to do, you know, to conjure it. And that's why in Stanford compassion training, although meditation is an important part of it, but we also have a lot of exercises, diegetic exercises,
two people sitting opposite each other, and then, for example, one of the exercises is two people sitting, they switch the chair and face each other, and then one person asks the other person, so tell me something about yourself, something that you did or something about yourself that you really feel good about it. So the person speaks for 2 or 3 minutes, the other person listens completely with full attention and without any comments, and at the end he or she says, thank you for sharing that, and then you repeat. So there are a lot of diegetic exercises like this, which, because mindfulness is a certain skill of mind that we have to cultivate by ourselves. But compassion, we're looking at qualities that are more relational, and life situations can invoke those qualities. Donc si on a des figures autour de nous telles que les grands-parents, des mentors, des enseignants, voilà qui peut nous aider à appeler la compassion à nous, ou sinon s'asseoir et fermer les yeux pour faire l'exercice. Et donc c'est en ce sens qu'à l'université de Stanford, on a développé des exercices de ce type. Donc par exemple, 2 personnes s'asseyent l'une en face de l'autre, les yeux dans les yeux, et l'une demande à l'autre, alors raconte-moi une expérience pour toi importante, et va écouter l'autre raconter pendant 2 à 3 minutes sans aucune interruption, et à l'issue de ce temps va le remercier de son partage, puis on échange. So anyway, I have actually 2 chapters in my book on self-compassion. One is more the analysis of the phenomenon, the other one is a practice. So take a look at that. Particularly in the West, it seems to be a big challenge. Et donc pour parler de la compassion envers soi, dans mon livre, il y a 2 chapitres sur ce sujet que vous pourrez regarder plus avant. Le premier étant plutôt une analyse et le second une pratique. So the last exercise, we'll do it very briefly. Again, we'll start with deep breathing. Donc le dernier exercice, d'abord on va commencer à nouveau avec les respirations profondes. Okay, let's breathe 3 times, okay? 3 fois. Breathe in, hold, and then out. Second time, in, hold, then out. Third time, breathe in, hold, and then let it out. Now just focus on your breath. Centrez-vous sur le souffle. And this time let's bring to our mind someone who is really in acute suffering. Et cette fois-ci, appelons à notre esprit quelqu'un qui est dans une souffrance aiguë. So if you happen to know someone in your own life that is going through a very difficult time, donc si vous connaissez quelqu'un dans votre propre vie qui traverse une période vraiment difficile, or not, maybe say image from the war zones. et sinon vous pouvez faire appel à des images de zones de guerre. I mean, right now, in the minds of a lot of us, the suffering of the people in Mosul and Aleppo are really very, very fresh. Par exemple, les images des personnes à Alep sont pour nous très fraîches à notre esprit. Think of a child in the war zone crying, or a mother looking confused and afraid. Pensez à un enfant dans une zone de guerre qui pleure, ou à une mère qui a l'air effarée, apeurée. Imagine what it must feel like. Imaginez-vous ce qu'ils peuvent ressentir. That feeling of uncertainty. Ce sentiment d'incertitude. Not knowing what's going to happen next. De ne pas savoir ce qui va arriver. Fear for your life. D'avoir peur pour votre vie. Fear for the life of your loved ones. Pour la vie de ceux qui vous sont proches. Just stay with that thought for a while. Restez avec cette pensée pendant un moment.
And then reflect that just like me, this person too do not want suffering. Et ensuite, pensez que, comme moi, cette personne aussi est dans la souffrance. Do not want fear. Qu'elle ne veut pas la souffrance, qu'elle ne veut pas la peur. Doesn't like uncertainties. Qu'elle n'aime pas les incertitudes. Just like me. Tout comme moi. Then offer the following phrases. May you be free from fear. Et offrez les phrases suivantes. Puisses-tu être libéré de la peur. May you be free from suffering. Puisses-tu être libéré de la souffrance. May you find courage. Puisses-tu trouver le courage. May you find hope. Puisses-tu trouver l'espoir. And may you find assurance. Et puisses-tu trouver l'assurance. Just keep repeating these phrases. Répétez simplement ces phrases. Now think that just like this person, everybody in that town are going through the same situation. Ensuite, pensez que, exactement comme cette personne, toutes les personnes dans cette ville traversent la même chose. And then thinking about all of them, again repeat the phrases. May you find courage, may you find hope, may you be free from fear. Et ensuite, en pensant à toutes ces personnes, répétez à nouveau les phrases. Puisses-tu trouver le courage? Puisse-t-il trouver l'espoir? Puisse-t-il être libéré de la peur? Okay, bring your attention back on your breath now. Et tournez votre attention vers le souffle maintenant. Just breathe in and breathe out. And then back into your body. Puis dans votre corps. Okay, thank you. Merci. So, I think, generally, we tend to switch off when we are confronted with others suffering like that, but the more effective way, constructive way, is to not to switch off, but learn to be aware of the suffering and then do this kind of exercises. Généralement, on a tendance à éteindre quand on est face à de telles souffrances. En revanche, par de telles pratiques, on peut
On peut ouvrir, donc ne plus éteindre, mais au contraire être de plus en plus ouvert. And then if you're in a position to do anything like helping or, at least most of us can afford to contribute some money to refugee kind of, work for the UNHCR. I think we should also take that opportunity, and especially now it's the giving season, Christmas being so close. Et ensuite, si l'on voit que l'on peut contribuer d'une quelconque manière, même financièrement, particulièrement en ce moment, c'est la saison pour offrir. Even 10 euros from each person makes a big difference. Même 10 euros par personne fait une grande différence. Thank you. Merci. So maybe we will have some question and answers, yeah? You want to come up, Fabrice? Oh, okay. Okay. And it need not necessarily be connected with what I said. Ça n'a pas besoin d'être en lien avec ce que j'ai dit ce soir. Hi, thank you so much for this talk, fascinating talk. I just had one question. So this whole course, if I may say it was a course, was about compassion and how to open ourselves to compassion. But being compassionate in the reality of our world is also opening us to being hurt very violently. Sure. So how do you draw the limit? You want to translate that question? Merci pour cette présentation. C'était donc sur la compassion, et en fait la compassion est une vertu superbe, mais ça nous ouvre aussi à être très violemment blessés. Comment est-ce que vous dressez une limite avec la compassion? I think that's a very important question, actually, and this is one area where we need to distinguish between having a compassionate attitude versus feeling compassion. Alors c'est une question très très importante, et voilà un domaine dans lequel il nous faut faire la distinction entre avoir une attitude de compassion et sentir la compassion. Feeling compassion is much tougher. Sentir la compassion, c'est bien plus difficile. But having a compassionate attitude is something that we can do more easily. En revanche, développer une attitude de compassion est quelque chose que l'on peut faire de manière bien plus facile. So what this involves is adopting a certain perspective. Donc il s'agit d'adopter une perspective. That you are bringing understanding of the other's situation and needs as part of your consideration of the situation. Que vous incluez votre considération des autres, votre compassion des autres, dans la manière dont vous prenez en considération la situation. And feeling compassion requires the ability to identify with the situation. Et donc sentir la compassion veut dire que vous pouvez vous identifier à la situation. And it needs the ability to emotionally empathize. Et d'avoir donc d'être empathique au niveau émotionnel. That's a much bigger challenge. Et voilà un bien plus grand défi. So therefore, that needs to go. This is why in Buddhism, it's always emphasized that compassion should go hand in hand with wisdom. C'est pour ça que dans la tradition bouddhiste, on met toujours l'accent sur le fait que la compassion va toujours main dans la main avec la sagesse. And also, we have been talking about self-compassion. So in order to be able to be effective in acting compassionately towards others, you also need to take care of yourself. Et donc on a parlé aussi de compassion envers soi, et pour avoir de la compassion pour les autres, il est bien entendu tout à fait nécessaire d'avoir de la compassion envers soi. Because without that, then you become totally exposed, and then at some point you don't have the inner resources to be able to give. Parce que sinon, on est complètement exposé et on n'a plus les ressources intérieures pour donner. So I think it's something that you have to judge by the situation. And so what compassion demands is that the initial response should come really from not a place of judgment, but from a place of empathy and understanding, But then if the situation calls for a tougher approach, that has to be the case.
Donc il faut voir situation par situation. Ce que demande l'attitude compassionnelle, c'est d'aborder d'abord, de commencer avec la compassion et non avec le jugement. Ensuite, si la situation nécessite quelque chose d'un peu plus tranchant, eh bien, on fait ce qu'il y a à faire. And I would argue that choosing compassion as your standpoint from which you relate to the world is ultimately, makes you stronger, makes you happier, because you have chosen to give the benefit of the doubt. You have chosen to view the world and others from a positive standpoint, and that gives you a much greater courage. Et j'argumenterai, je défendrai le point de vue que justement une attitude de compassion vous rend plus fort, parce que vous avez là le courage justement de l'ouverture. Yeah. Yeah, down there. Thank you very much. I have a question. You said that there is no God in Buddhism, but then when we meditate and do the loving compassion meditation, we say this sentence, may he find peace, may he find hope. Yes. And it really sounds like we're asking someone, or we're asking the world to be a certain way. So for me, it's a bit confused. I'm confused about that. Donc ma question, c'est quand on fait des exercices de méditation à l'égard des autres, dans le bouddhisme, on dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais quand on formule ces exercices de méditation, on dit faites qu'il soit en paix, faites qu'il trouve du courage, etc. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on demande au destin ou à quelque chose, et comment est-ce qu'on peut faire un lien avec le fait qu'il n'y ait pas de Dieu? Merci. Thank you. Actually, practices like loving kindness meditation and compassionate meditation can be done in the context of a theistic religion, and I would actually argue it may be more powerful when it's done in the religious context, but then not everybody has the ability to have that kind of faith. So there is no contradiction in believing in God and doing these kind of practices, but these practices by themselves do not presuppose belief in some kind of transcendent power. But when you say, for example, in this practice like loving kindness, may you find peace, or may he find peace, we are actually honoring the aspiration of the person that we are thinking about. It's, sometimes, people coming from the theistic background find it a little hard because it feels almost as we are being arrogant, and somehow we can change the fate of this person in front of us that we love. But it's actually, the one way of looking at this is not so much that you're thinking yourself as having all of this power and helping, but rather we're honoring this person's wish, which is not to have problem, to wish happiness, and we're acknowledging that basic human aspiration, and that's one way of looking at it. The more problematic one would be the Tonglen practice, which is the giving and receiving. There, then you are sending lights out from your heart, imagining this person, feeling expansive as a result of this feeling, So those kind of practices can sometimes be a bit problematic for people who have theistic background, because somehow you feel as if you are assuming the role that isn't yours, that is someone else's role, like the deities. But for general practices which doesn't involve giving and receiving, I don't think there's any problem. Sorry, I went too long, yeah. Donc en effet, ces pratiques se font dans un contexte non théiste, et en revanche, je défendrai le point peut-être qu'en effet, elles sont peut-être plus puissantes dans un contexte religieux, mais tout le monde n'a pas accès à une telle foi. Et cependant, elles présupposent qu'il n'y a aucune nécessité de foi en une puissance transcendante pour les pratiquer. Alors, quand on a un passé, ou quand on est dans un contexte théiste, ça peut présenter une difficulté supplémentaire, en effet. Par ailleurs, on pourrait aussi y voir une forme d'arrogance, de dire c'est moi qui vais changer les choses en envoyant mes vœux, etc.
Cependant, il s'agit juste, dans ces pratiques-là, d'honorer en fait ce que l'on sait des souhaits des personnes à qui l'on pense, qui souhaitent absolument ne plus être dans la souffrance, être dans la paix. Donc il s'agit avant tout, finalement, d'honorer les vœux des personnes auxquelles on pense, dans le contexte de ces pratiques. Après, ça peut être un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué dans les pratiques de Tonglen, où on va envoyer de la lumière, avoir l'impression que son cœur s'épand, s'étend, etc. Mais dans le contexte des pratiques de bienveillance, il n'y a pas de présupposé théiste nécessaire dans ces vœux, dans ces phrases que l'on répète. Yeah. Good. Bon. C'est bon? Okay. Yeah. Thank you for this very inspiring presentation. I had a question about your work at Stanford. You said that nowadays that it's more and more, quote, acceptable to speak about compassion because it's increasingly validated by science. But I was wondering, how do you work in Stanford? How is your work regarded? You said it's a center for training for compassion. Who comes? Are you sort of an exotic thing, or because Stanford itself is quite competitive? So how do you manage? Ma question, c'était, voilà, vous avez exposé le fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus acceptable, entre guillemets, possible de parler de compassion parce que c'est de plus en plus validé par la science, mais je me posais la question de votre travail à Stanford. C'est un centre d'éducation à la compassion, il y a de la recherche. Comment c'est globalement accepté dans un monde Stanford qui forme aussi des gens très compétitifs? Donc, ouais, comment vous existez là-dedans? Thank you for the question. Actually, when we first set up the center, compassion training was not an important part of it. The idea was to really set up a scientific research center that will bring compassion as the key focus, because there were many people doing different things, like non-human primate scientists. There were economists who were looking at altruism as a possible motivation for economic behavior. There were people looking at the clinical side, so there were many different people working in different directions. There was no coordination. So the center was set up to really bring conscious attention to the study of compassion and altruism, within science. And then over time, I then had the opportunity to develop this compassion training at the Stanford. And actually the center is part of the medical school. Actually, it's in the Neuroscience Institute, which is in the medical school. So because Stanford has a big name, and of course the science that we do is very, very, first class. So I think that's the beauty of science. In science, the evaluation and judgment is really based on the quality of your research and papers. And this is where science is very good. I mean, a good science, and over time now, many of these studies are quite powerful. So I think there's a growing acceptance. Sorry, you want to, yeah. Alors ce centre, au départ, quand on l'a fondé, était surtout pensé comme un centre de recherche dont l'élément clé était la compassion, et donc qui réunirait des personnes de différentes disciplines, donc éthologues, cliniciens, économistes, qui étudiaient justement l'altruisme, par exemple. Et donc l'idée était tout d'abord justement de réunir toutes ces différentes personnes, et l'entraînement à la compassion est venu dans un second temps. Mais voilà la beauté de la science, de pouvoir réunir ces gens, et puis aussi de nous permettre de publier des articles qui montrent de manière assez puissante les effets de la compassion. So I no longer, actually, I'm now more of a consultant because of this training, and increasingly we are thinking of training more internationally, this kind of thing. We are also exploring adaptation of this training on specific, like healthcare, training of healthcare professionals and so on. So all of that will be done independently of the Stanford Center.
Donc maintenant, je suis plutôt comme un consultant. Alors, ce que j'ai oublié de traduire de la partie précédente, c'est que donc le Centre pour la compassion fait partie de l'Institut des Neurosciences, qui est dans l'école médicale de Stanford. Et donc, je suis plutôt en tant que consultant dorénavant. Et nous voyons comment développer cet entraînement à la compassion dans la formation professionnelle, notamment auprès justement de personnes qui travaillent dans la santé. Mais ça, donc, ça se passe en dehors de Stanford. In fact, when we were beginning to set up this center, I was one of the initial founding members. I was invited, and the Stanford group had an audience with His Holiness, proposing this idea. And His Holiness made a major donation, personal, and he immediately appreciated the importance because Stanford is a well-known university. And he said, I have two requests. He said, whatever science you do, please make sure that it is first-class science. Completely objective, first-class science. If there are negative findings, you have to report them. And second thing is, if you are ever going to develop any training, it has to be truly secular. It has to be truly universal. He in fact said, no backdoor Buddhism. Et donc, lorsque nous avons fondé ce centre, l'équipe qui a fondé ce centre dont je fais partie a rencontré Sa Sainteté le Dalaï-Lama, qui a particulièrement apprécié donc, cette démarche et qui a donc fait une donation très importante et qui avait deux requêtes. La première, que toute recherche qui soit effectuée soit de la science vraiment de première classe, et que donc s'il y avait des résultats, si on trouvait des résultats négatifs, que cela également soit communiqué. Et le deuxième, c'est que ce centre soit, s'il y avait un entraînement, que cet entraînement soit, ces formations soient laïques, séculaires, et qu'on ne se retrouve pas avec du bouddhisme de contrebande. Hi, I'd like to know what your thoughts are about whether compassion in and of itself can benefit other people. What I mean is, during the practice, I'm not actually sitting in the room with the person I'm having compassion for. So my question here is, do you believe that the compassion truly brings happiness and lessens suffering for that person? Or is it kind of a fictitious practice that will somehow become real? Et, du coup, ma question était de savoir, est-ce que, en étant assis ici, en pensant à quelqu'un pour qui j'essaie de cultiver de la compassion, mais n'étant pas présent avec cette personne, est-ce que la compassion en elle-même peut procurer de la joie et apaiser cette personne par ma simple et pure intention? That's a very good question, actually, and this is where this whole challenge between divide of secular and the religious comes up. As a Buddhist, from a Buddhist point of view, I would say definitely yes, there is an impact. But of course, from the secular perspective, that's a very difficult thing to say. But even from the secular perspective, even though it may not be the case that there is a direct impact upon the object of your compassion, but what is real is that as a result of your conscious intention and offering of compassion and love to this person, the chances are that you are going to act more in that way in your interaction. So there is an indirect effect, definitely. So for example, if you are dealing with a difficult person in your life, someone who is a constant source of irritation and annoyance, if you choose that person as a special object of meditation and focus on this and do loving kindness practices, the chances are next time you meet that person, you're in a different situation. So in that way, yes, there is an indirect benefit. Alors c'est là qu'intervient tout ce défi de faire la distinction entre le point de vue religieux et le point de vue laïque ou séculaire. D'un point de vue bouddhiste, je dirais que bien sûr, cela a un impact direct. D'un point de vue séculaire, c'est un peu moins clair. Cependant, cet entraînement vous permettra, il est sûr, de développer une attitude de compassion
à l'avenir. Par exemple, si vous pensez à une personne qui vous irrite énormément à chaque fois que vous la voyez, si vous la prenez comme objet de votre méditation, eh bien, vous allez la recroiser la prochaine fois dans une situation d'une manière complètement différente. In the first place, you mentioned anger as a hindrance to experience the compassion which is within us. How is it possible to experience anger when it's there and still cultivate benevolence or kindness for oneself? Donc, au début, vous avez mentionné la colère comme un obstacle, un frein majeur à ressentir la bienveillance en soi, la compassion en soi. Comment peut-on faire l'expérience de la colère quand elle est là et continuer à cultiver la bienveillance ou la compassion? Thank you. That's actually quite I mean, it's an important question because, as I said before, we are very complex creatures, and just as kindness and compassion are part of our natural makeup, so are anger and jealousy and all the other stuff, which often gives us so much problem. So when something like anger arises, then it's very difficult to immediately switch. So that's why in Buddhist practices, quite often, almost every meditation session starts with breathing. It's a kind of bringing your mind to a more neutral state. So it's like a down-regulating so that you're in a position to now do something else. It's maybe advanced practitioners can switch like that, but for most of us, we have to first get down to this kind of baseline and then go up to do something else. So that's why breathing practice is really important. I think that's one important point. The other one is, anger often arises because we feel sometimes powerless. In a situation where we either don't understand or whether we don't have an explanation, then anger is a kind of a natural response because we don't like it. We disapprove what's happening in front of us. So again here, through compassion practice, over time, you could even, I would argue, you would even change the way you would normally respond. So normally, if anger is a predominant reaction on your part, through practice, that will change too. Alors, la colère, en effet, quand c'est notre première réponse, comme je l'ai dit, nous sommes des créatures complexes, et si la compassion, la bienveillance font partie de nos qualités de base qui nous sommes, eh bien la colère, la jalousie par exemple également. Et donc dans les pratiques bouddhistes, c'est pour cela que nous commençons d'abord par respirer, puisque si on réagit d'abord avec colère, c'est quand même très souvent difficile de tout de suite se déplacer. Donc d'abord on respire, ce qui nous permet de faire un sas, de redescendre, pour après remonter et proposer une autre réaction. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est que... I was saying that even a normal way of responding to anger could change because anger normally arises when we feel powerless. Ah voilà, et que donc la colère est souvent une réponse quand on se sent impuissant et que par les pratiques de compassion, on peut même changer petit à petit cette réponse première de colère. Okay, good. Yeah. So maybe one last question. Who wants the privilege of the last question? I think that's it. So in that case, I would like to thank everybody. You have been very attentive, and thank you for taking interest in compassion
And I genuinely believe that, our time is when really compassion, discourse on compassion at the societal, cultural level is of primary importance, because the world is becoming very globalized. It's very pluralistic. So in this kind of situation, I think, up until now, the West has one very powerful, successful discourse, which is the human rights discourse. And it has been a unifying concept across the Western democratic world. But now that human rights discourse also need to be combined with compassion discourse, so that we also have a way of bringing not just concept of human rights, but also a powerful, more communal concept of compassion as an important ethical principle into the way in which we see the world and the way in which we deal with the world situation. So I genuinely believe that practice of compassion is not simply a matter of you yourself becoming kinder and happier and having a more rich relationship in your own life, which is the case, of course, but it also has this larger global role as well. Alors merci d'avoir été présent ce soir, merci de votre attention, merci de votre intérêt sur ce sujet de la compassion, dont il me semble que dans notre monde de plus en plus global et pluriel, il est tout à fait crucial qu'il fasse partie du discours public. Alors auparavant, il y a eu dans cet espace public l'approche des droits de l'homme, et il me semble qu'aujourd'hui, les droits de l'homme doivent s'allier avec la compassion pour nous permettre d'avancer, et que donc la compassion devient un principe éthique absolument fondamental. And also one very important consequence of this is that by making compassion an important part of the public discourse really also offers a powerful opportunity for the religious traditions to come together. Because at the moment, when it comes to public discourse, religions are all excluded, particularly in the West. Then you have religious countries like the Middle East, where the public discourse, the secular perspective is completely excluded. So we're living in a very dichotomized world, but by the West embracing compassion as part of a public discourse really offers a possibility for people who have much more deeper religious perspectives to feel less alienated from the society. So I think there is that advantage, because when it comes to compassion, all the major religious traditions agree. Quand on en vient à la compassion, toutes les traditions religieuses sont d'accord, et donc il est extrêmement important également que la compassion puisse faire partie du discours public, de l'espace public, comme une possibilité justement d'unir les religions, de faire en sorte que les personnes en Occident qui sont plus religieuses puissent ne plus se sentir étrangères au discours public plus séculaire, surtout que l'on vit dans ce monde très dichotomisé. Notamment ici en Occident, donc on est dans des pays très laïques, et aussi de l'autre côté les pays par exemple du Moyen-Orient qui eux sont beaucoup plus religieux et mettent entièrement de côté tout ce qui concerne la laïcité. Thank you. Merci. Sorry, sometimes I went on for a little long. No, but see, everybody spoke.